Alors, donc en fait, moi je vais vous faire un point d'étape sur MIF et EMIR, qui sont, comme l'a dit Marianne Thierry, les deux grands piliers de la régulation, de la refonte de la régulation des marchés à l'heure actuelle. MIF pour la partie marché et protection des investisseurs, et EMIR pour la partie post-marché clearing. Alors, juste pour MIF, pour rappeler un peu ce que c'est, parce que en fait, MIF, d'une manière ou d'une autre, vous allez être touché. Donc en fait, MIF, c'est l'objectif commun d'abord, c'était un marché plus intégré, mais c'est surtout un paquet qui est relatif au renforcement de la protection des investisseurs. Un autre paquet qui est relatif donc ça c'est tout ce qui concerne la vente, la commercialisation, les relations avec les investisseurs, et pas que ça. Ça concerne par exemple aussi des dispositions qui vont concerner la façon dont vous allez proposer à un émetteur de faire une émission obligataire, donc tout ce qui entoure ce corpus-là. Vous verrez, c'est la protection des investisseurs. Ici, MIF a vraiment développé ce sujet, avec, je dirais, un point central, et on y reviendra plus tard si vous voulez, c'est que, en fait, c'est le conflit d'intérêt qui est géré. C'est la gestion du conflit d'intérêt, soit en laissant le soin aux participants de marché de le faire, soit carrément en interdisant. C'était quelque chose qui était déjà dans MIF 1. Il faut bien comprendre que dans MIF 2, c'est un peu comme... ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Donc là, clairement, MIF 2 le dit bien. Donc c'est un gros paquet, on va en reparler plus tard. Donc prendre en compte les évolutions de marché et développement technologique. Donc ça, c'est tout le paquet HFT et tout le paquet restructuration des plateformes suite à ce qui s'est passé. En fait, 40% du marché en OTC, donc pas de transparence et un marché qui est essentiellement structuré autour de BCN, qui ne sont pas des entités très juridiquement encadrées. Donc tout ça, c'est le deuxième paquet, donc là aussi vous allez toucher. Troisième régime, transparence sur les marchés obligataires et les dérivés. Bon ça, je crois que tout le monde a un petit peu entendu parler. Donc en fait, le grand point central là-dedans, c'est de comprendre que pour la première fois, on va avoir une post-transparence sur les marchés obligataires européens. Donc c'est quelque chose qui est aux États-Unis, mais qui n'est pas en France, et ça va être vraiment la grosse révolution. Quatrième, un renforcement de l'information donnée aux régulateurs. Ça aussi, paradoxalement, ça paraît pas très... entre guillemets, sexy, c'est pas le terme, mais très visuel, et en même temps c'est quelque chose qui est extrêmement lourd. Et je vous le dis en pratique parce qu'on a reçu suffisamment de monde sur ce sujet pour savoir qu'on va passer d'un reporting qui fait 20 champs à 80 champs. Donc très clairement, tout le monde est depuis 2 ans dans vos structures sur le pont sur ce sujet-là. Encore une fois, c'est pas forcément un sujet très visuel, mais c'est un sujet qui est très lourd, donc là aussi vous êtes touché. Et le dernier point, c'est les matières premières. On pourra y revenir plus tard, mais vraiment, il y a aussi une révolution sur le marché des matières premières avec trois points énormes. Le premier, c'est la mise en place de limites d'opposition. Le deuxième, c'est l'encadrement des acteurs à partir du moment où vous atteignez un certain seuil. Et le troisième, des reportings. Ce que je voulais dire par là dans cette introduction, c'était que quoi qu'il arrive, de près ou de loin, vous allez être touché par MIF. Alors, MIF, c'est quoi? Alors là aussi, c'est pour bien comprendre, parce qu'il y a des tas de textes, ça part dans tous les sens. Bon, MIF, c'est d'abord une directive, un règlement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 types de mesures de niveau 2. Il y a des avis techniques, des RTS et ce qu'on appelle les ITS. Les avis techniques, c'est la commission qui demande à l'ESMA son avis sur un certain nombre de sujets. L'ESMA a rendu des avis techniques en décembre 2014. Elle a rendu un certain nombre d'avis techniques à la commission. Parmi ces avis techniques, c'était alors les avis techniques de décembre 2014 concernaient essentiellement le régime de protection des investisseurs, mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi la définition du HFT, il y a un tas de choses. Ces avis techniques ont été rendus en décembre 2014. Pour l'instant, la commission n'a toujours pas publié le projet qu'elle a par rapport à ces avis techniques. Donc, décembre 2014, on est en attente de la publication du projet d'avis, du projet d'acte de la commission, qui après va être présenté au Parlement, à la commission, et puis publié finalement. Donc en gros, bon an, mal an, si jamais la commission venait à publier ses avis techniques, plus exactement son projet d'acte début d'année, pour ajouter 2-3 mois, pour ajouter les traductions, on arrive tranquillement vers le mois de mai, quoi. Avril-mai, on va dire au mieux. Donc, cela étant, les traductions ont été déjà faites. Mais donc voilà, donc ça c'est le gros paquet avis technique qui concerne déjà un gros nombre de sujets, notamment l'Houston, comme l'a dit Marianne.
mais pas que, encore une fois, il y a vraiment plein de choses. Deuxièmement, les RTS. Alors les RTS, c'est encore une autre chose. Donc là, l'ESMA, fin septembre, a publié 28 RTS. Ces 28 RTS, je vais y revenir après pour vous dire un peu de quoi ça parle, hein. Mais ça parle un peu de tout. Ça parle de structure de marché, de transparence, de best exécution. Ça, c'est RTS. Le processus est un petit peu différent. En théorie, la commission doit revenir vis-à-vis de l'ESMA pour savoir si elle prend les RTS comme ils sont ou si elle les rejette ou si elle propose des modifications. Donc en fait, si elle propose des modifications, la commission va revenir à l'ESMA avec des RTS, propositions de RTS modifiées. Normalement, c'est public. Et l'ESMA a 6 semaines pour répondre aux propositions de la commission. Voilà. Donc là, ça a été envoyé à la commission fin septembre. Je ne peux pas vous dire trop de dates, parce qu'en théorie, il y a plus ou moins 3 mois, mais bon, 28 RTS, les gens vont vous dire, on est en train de parler d'un nombre invraisemblable de pages. C'est des sujets, encore une fois, qui couvrent l'alpha et l'oméga. Quand je vous dis que ça couvre de la best execution à la transparence des marchés, aux problématiques de Coffee Idea, aux problématiques de TICSAS, on voit bien que c'est des sujets complètement transversaux, complètement différents les uns des autres. Comment ça se passe en pratique, hein? En pratique, la commission a deux niveaux de vue. La commission va d'abord regarder si les textes proposés par l'ESMA sont bien conformes au niveau 1, juridiquement, parce qu'on s'aperçoit assez vite que MIF, en fait, c'est un énorme texte, c'est des énormes textes et qui peuvent être sujets parfois à discussion. Et puis après, la commission se prononce aussi sur le fond. Donc voilà, donc ça, si vous voulez, là, les RTS ont été envoyés fin septembre. Encore une fois, faire des conjectures sur les dates, c'est toujours très très difficile. On va dire que si la commission revient vers l'ESMA, je sais pas, début d'année, soit elle prend tout, soit elle prend pas tout. Si elle prend pas tout, ça met un peu de délai. Donc on est en train de parler de quelque chose, là aussi, probablement au printemps. Et quand je dis le printemps, c'est pas le début du printemps. C'est un peu le principe, hein. Mais encore une fois, c'est très difficile de faire des conjectures sur les dates. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Je vous dis, c'est des textes très très lourds. Il ne faut pas oublier les traduire. Quand je dis les traduire, c'est pas les traduire en 3 langues, mais en 23 langues. Même plus. Donc c'est très très lourd. Donc là, on en est à ce stade de discussion. Les ITS. Alors les ITS, pour le coup, il y a quand même moins d'enjeux. Mais en fait, on ne sait jamais. C'est des formats de formulaire. Donc en fait, c'est par exemple si vous voulez être un APA ou un truc comme ça, un OTF, quel type de formulaire il faut remplir. Voilà. On dit un format. Donc ça, je dirais qu'il y a moins d'enjeux. Voilà. Donc ça, c'est MIF 2. C'est la situation où on est actuellement. En fait, on n'a aucun texte de niveau 2 actuellement finalisé. Ça, c'est clair. Mais par contre, on devrait les avoir très bientôt. Calendrier, donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu ce que je viens de dire, hein, c'est toutes les consultations. Alors, juste pour revenir un peu en arrière, parce que là aussi on s'y perd un peu dans tout ça, un avis technique, un RTS, ça fait l'objet d'un discussion paper plus d'un consultation paper. Un avis technique fait l'objet d'un consultation paper. Voilà, donc en fait, ça vous explique un peu pourquoi je pense que c'était tellement lourd, tout le monde est parti dans plein de documents. Maintenant, ce qu'il faut vous retenir, c'est quoi? C'est que la commission, maintenant, elle a tout en main, elle en a même énormément, et donc c'est à elle de produire maintenant ses actes délégués. Le processus est fini, enfin, il est presque fini, parce qu'il ne faut pas se tromper. Là, j'en parle pas tout de suite, mais je reviendrai d'abord. MIF, c'est pas fini, contrairement. Ça fait un peu un petit film, mais en fait maintenant, si vous voulez, vous apercevez que MIF c'est très gros. On a commencé, nous AMF, les régulateurs européens, le Trésor, l'ESMA a rencontré évidemment beaucoup d'acteurs de marché, et vous apercevez que MIF soit prévoit la mise en place de guidelines en interne, hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, l'ESMA va travailler sur un certain nombre de guidelines qui sont prévus par MIF. Soit très clairement, vous avez une série de questions qui sont tout à fait légitimes, hein, que tout le monde a le droit de se poser. Et donc, il est probable que MIF génère aussi un nombre de Q&A assez important.
Donc quand je vous disais que c'est pas terminé, c'est parce que une fois qu'on a ces textes, maintenant on va passer au stade rédaction de Q&A, rédaction de guidelines. Donc c'est ce qu'on appelle le niveau 3. Hein. Sachant que si on veut être complètement formaliste, les guidelines font l'objet d'une consultation, les Q&A ne font pas forcément l'objet d'une consultation. L'avantage des Q&A, c'est que c'est plus rapide. Les guidelines, il faut les traduire, mais l'avantage des guidelines, c'est que c'est plus, entre guillemets, binding. Donc bon, de toute façon, en France, on cette guideline des Q&A. Non, mais c'est pas forcément, pourquoi je dis ça, c'est parce que nous, on a décidé de dire, voilà, l'ESMA produit des guidelines et des Q&A, c'est ce qui s'applique en France. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, je vous dis, la limite de binding et Q&A, c'est toujours un peu problématique. Mais sachez qu'il y a un énorme travail qui vient commencer, et là aussi sur tous les domaines. Je pense que Frédéric le sait aussi bien que moi, sur la partie protection des investisseurs, ne serait-ce que sur la partie produits gouvernance ou des trucs comme ça, il y a beaucoup de travaux qui doivent être faits, c'est structurant. En fait, on s'aperçoit que MIF, au-delà des sujets dont j'ai évoqué tout à l'heure, va aussi être très structurant pour un certain nombre d'activités ou même d'acteurs. Donc, et à travers les guidelines, il faut donner des informations. Donc voilà, donc les guidelines et les Q&A, ça continue, ça va se développer de plus en plus, et je dirais que ça va être 2016 pour l'ESMA, ça va être en gros l'essentiel de ces travaux. Les deuxièmes travaux, ça va être la mise en place de régime d'équivalence. Parce qu'en fait, pour mémoire, et ça fait le pendant un peu de ce que disait Marianne Thierry, c'est que on est un petit peu en retard vis-à-vis des États-Unis, notamment alors, à la fois au niveau du clearing, même si 2016, on va mettre en place une obligation de compensation qui va permettre de se remettre à niveau par rapport aux États-Unis. On n'a toujours pas mis en place l'obligation de négociation sur des plateformes, alors qu'aux États-Unis, ils ont mis en place des CEF. Donc, négociation sur des plateformes, c'est prévu dans MIF, donc ça va dépendre de l'entrée en vigueur de MIF. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que il y avait une référence dans l'EMIR qui disait à partir du moment où un produit est compensé, il faut que l'ESMA détermine quel produit doit être négocié sur les plateformes. Donc, on va voir comment ça va s'articuler. Il faut savoir que les plateformes, ce qui est important, c'est qu'on est en train de parler de plateformes de négociation sur des dérivés. Soit on reste avec nos plateformes européennes, soit on essaye de voir si on peut considérer comme équivalent un certain nombre de législations. Pour savoir si vous avez l'obligation de négocier sur une plateforme en dérivé, est-ce que vous pouvez le faire uniquement sur les plateformes européennes, aux États-Unis ou au Japon, etc. Donc ça va être un travail qui va aussi être amorcé, alors surtout par la Commission. Je ne sais pas si on va être impliqué. Alors, le régime d'équivalence, comme l'a dit aussi Marianne Thierry tout à l'heure, on voit sur le CCP ce que ça peut donner. Hein. Donc, c'est soit vous avez un régime d'équivalence un peu overview, soit vous commencez à rentrer dans les détails, et là, ça peut être très long. Et puis, au niveau national, consultation et workshop, le Trésor en a parlé précédemment. Mais ce que je voulais vraiment insister, c'est les travaux ne sont pas finis. Quoi. On n'est vraiment pas sur le MIF à la fin de ce qu'on est censé faire. Je reviens juste, donc alors maintenant sur les RTS, parce que je pense que les avis techniques en décembre 2014, vous les connaissez un petit peu. Sur les RTS, l'RTS donc, de 2015, qui ont été publiés en septembre 2015, donc il y a eu plein de sujets. Hein, j'ai voulu juste en évoquer quelques-uns, mais il y en a vraiment plein d'autres. Bon, transparence equity, non-equity. Alors, non-equity, COFIA et BIA, je ne sais pas si vous avez suivi tout le débat, savoir si on devait estimer qu'un titre était liquide par rapport à chaque titre. On devrait faire cette estimation sur chaque titre ou par classe d'actifs. Bon, in fine, on va faire cette estimation sur chaque titre. Donc, le fait que vous soyez liquide ou pas liquide, ça a une importance parce que si vous êtes un titre pas liquide, vous pouvez ne pas avoir de pré-transparence et une post-transparence différée, donc c'est assez important. Donc il y a ce qu'on appelle des waivers comme ça sur la pré- et post-transparence qui sont la liquidité des marchés, le fait que vous passiez des ordres importants, donc ce qu'on appelle du large in scale, ou le fait que vous ayez ce qu'on appelle le STTI, c'est un montant spécifique pour les ordres passés à la voie. Donc voilà, donc COFIA et BI, il y a eu un énorme débat. Je vous attire votre attention parce que en l'espèce, IBIA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les trimestres, on va revoir
les titres qui sont liquides et ceux qui ne le sont pas, tous les trimestres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos modèles, tous les trimestres, ils doivent s'ajuster pour savoir si, quand vous faites une opération, tous les trimestres, vous avez toujours la capacité à faire du différé d'information, de la post-transparence différée ou immédiate. Donc on voit que ça va être très lourd à faire. Alors, encore une fois, je veux dire, un titre pas liquide, généralement reste assez pas liquide. Il n'empêche que il peut très bien y avoir un événement, une survenance de marché qui fasse que brusquement il devient liquide. Et surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire les structures en place qui peuvent être lourdes, notamment pour les acteurs qui n'ont pas forcément les moyens que peuvent avoir Citi ou des gens comme ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'insistais un peu là-dessus. IVIA, ça va être assez lourd sur les marchés obligataires. Les exigences organisationnelles, donc ça c'est la tenue de marché, le pas de cotation. Là encore une fois, c'est important. Alors il y a toute une côté exigence organisationnelle sur comment vous devez, les éléments que vous devez mettre en place quand vous êtes une plateforme, etc. J'ai retenu ces deux-là parce que la tenue de marché, on a essayé de définir, d'avoir une approche commune de la notion de tenue de marché. Pour le coup, en gros, pour schématiser, si vous êtes plus de 50% du temps présent sur un titre, vous êtes considéré comme devant être market maker. Une fois que vous êtes market maker, vous devez être au moins 50% du temps présent sur le titre. C'est caricatural. Enfin, je schématise vraiment, il faut aller plus dans les détails, mais c'est un petit peu ça. Donc on a essayé surtout de donner une définition un peu plus uniforme de cette tenue de marché. Alors il y a plein de discussions sur la tenue de marché, parce que évidemment, vous apercevez, et pour rebondir un peu sur ce que disait Edouard tout à l'heure, il y a des définitions qui sont dans des textes qui ne correspondent pas forcément à la définition d'autres textes. Voilà, c'est toujours le même problème. Alors, il y a parfois une rationalité à ça. On voit bien, si vous voulez, que dans ce cadre-là, vous avez certains acteurs qui vont vouloir une tenue de marché qui ne soit pas trop contraignante. Et puis on voit bien, donc le régulateur va voir, on voit bien que si vous êtes aussi dans le cadre de tenue de marché, ça a aussi des conséquences, ne serait-ce que par exemple sur les problématiques de vente à découvert des TTF. Donc c'est pas complètement négligeable comme définition, comme harmonisation, définition, pas forcément une harmonisation. Vous savez, c'était un peu la même chose sur la problématique de liquidité. Et ça, après, on revient sur les problématiques de cross-border régulation. En l'espèce, là, la liquidité, la notion de liquidité, elle va être définie de façon, d'une certaine façon, et c'est pas forcément la même notion que vous allez définir, par exemple, pour les aspects prudentiels. Ok, donc le pas de cotation, là aussi c'est important, parce que le pas de cotation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un régime unifié européen de pas de cotation. Le pas de cotation, c'est trouver un juste milieu entre quelque chose qui permet à tout le monde d'arriver sur le marché et une cotation qui soit suffisamment adaptée pour permettre que tout le monde soit sur le marché, mais qu'on ne soit pas dans la nanoseconde et qui permette d'avoir en fait de la liquidité qui s'évapore. Travaux relatifs aux plateformes de données, ça je l'ai dit. Best execution, très important. Si vous êtes concerné, les actes délégués définissaient un grand principe de best execution. Là, en l'espèce, les plateformes vont devoir donner un rapport trimestriel, le broker, les intermédiaires vont devoir donner un rapport annuel et éventuellement les sociétés de gestion, puisque par ricochet, c'est quelque chose qui va être lourd, vraiment. J'en parle parce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de lourd. Donc, vous voulez un mot? 300 jours hommes chez Mouni pour cet aspect-là. 1000 jours hommes du côté IT, MIF et budget jours hommes, 1000 jours hommes. Et c'est pas une fourchette. 300 sur cet aspect-là. Non, mais c'est clair qu'il y a des exigences. C'est pour ça que j'insiste un peu sur ce point, même si le compteur tourne. Enfin, le compteur tourne. Mais c'est important. Les matières premières, là aussi, comme j'ai dit, la mise en place de limites de position, très important, c'est complètement nouveau. Grosse discussion au niveau européen. Les définitions d'activités accessoires, là aussi, très important, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de savoir si il y a des acteurs qui sont des acteurs, entre guillemets, dits commerciaux, qui vont en fait devoir prendre un statut spécifique, ce qu'ils appellent une licence MIF, mais c'est surtout un statut de psy, concrètement. Donc c'est vraiment très important, ces deux points-là. Et c'est très débattu. Faut savoir qu'en gros, les discussions, faut pas se leurrer, il y a beaucoup de discussions sur ces deux sujets-là. D'ailleurs, assez étonnant parce que, pas forcément avec les mêmes aspects,
certains estimant que les limites de position telles que fixées ne sont pas assez fortes, et d'autres estimant que la définition d'activité accessoire est assez souple. Il y a beaucoup de discussions. L'ESMA a produit un papier, un projet de RTS. Donc MIF, je disais, c'est pas fini. MIF, ouais, ce que je voulais vous dire là, c'est que vraiment MIF, ça va révolutionner pas mal la place de Paris. Hein. Enfin, la place de Paris, de manière générale, l'organisation des marchés. Les BCN, c'est fini. Enfin, c'est fini. Il y a en tant que tel, c'est-à-dire il y a une obligation de négociation des actions sur forcément un marché réglementé, une MTF, ou par le biais d'un systématique internalisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime actuel d'OTC, qui représente 40%, 50% presque, non-transparence, le régime du BCN, c'est fini. Alors qu'il se commute en MTF. Pareil, on avait des dispositions précédemment sur les internalisateurs systématiques. Le problème, c'est qu'on n'avait pas fixé de seuil. Total, on n'avait pas. Là, il y a des seuils très précis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir l'apparition de systématiques internalisateurs pour de vrai, j'allais dire. C'est pas du factuel. Mise en place d'OTF, même topo. OTF, c'est quelque chose qui n'existe pas, notamment sur les dérivés. C'est probablement quelque chose qui va brusquement apparaître. Et puis, les APA et les AREM, alors ça, les APA, ça va être quelque chose de nouveau en France, qui sont des entités diffuseurs au public, d'informations au public. Donc, vous pouvez être un APA, il suffit de déposer un dossier à l'AMF. Et ARM, c'est reporting au marché. Ce que je veux dire par là, dans cette slide-là, et après j'arrête, hein, je passe à Émir, c'est qu'en fait, on va avoir de nouveaux acteurs, de nouvelles choses qui arrivent. Et on a beaucoup tendance à parler du marché obligataire, mais sur le marché des equity aussi. Je ne parle pas du double cap, et je pense que tout le monde a entendu parler de cette histoire du double cap, 4 et 8%, je peux en parler si vous voulez derrière, mais là aussi, sur le marché des equity, sur le marché des plateformes equity, il va y avoir vraiment une palette de changements. Émir, donc Émir, alors Émir en fait a l'avantage, pour reconnaître qu'il n'a pas de deadline. Donc Émir, c'est vraiment une phase d'approche au sens propre du terme. Donc l'avantage d'Émir par rapport à MIF, c'est qu'il n'y a pas de contrainte. Donc Émir, il y a quand même pas mal de choses qu'on a mis en œuvre. Hein. Les trade repository, les techniques de gestion des risques, et ça on n'en parle jamais, mais les techniques de gestion des risques, comme la confirmation en un jour, etc., c'est quelque chose qui a été vraiment mis en place, quelque chose qui est très important, mais vraiment, personne n'en parle trop, mais la résolution de disputes, la technique de confirmation, mais ça a vraiment, vraiment bien amélioré le marché. Donc ça, c'est vraiment bien. Compensation des swaps, Marianne en a parlé tout à l'heure, ça commence le 21 juin 2016. Sur les CDS sur indice, l'ESMA a envoyé son projet de RTS, donc vous pouvez le consulter, c'est public. Donc maintenant, c'est à la commission de faire tout le processus, de savoir si elle accepte ou pas. Après, elle publie un projet définitif. Et après, ça rentre en vigueur 6 ou 9 mois après. Je crois que c'est 9 mois sur le CDS, alors que sur les swaps de taux, c'était 6 mois. Dernier point, Marianne en a aussi parlé, et RTS sur marge bilatérale. Là aussi, c'est très important, ça fait l'objet de non mieux de négociations. Il faut savoir qu'en fait, on a une deadline, normalement, qui a été fixée au niveau mondial, qui est l'entrée en vigueur pour les plus gros, les adhérents compensateurs, en gros les grosses banques, on va dire, les très grosses banques. Normalement, tout ça, ça rentre en œuvre en septembre 2016. Donc, nous, on est toujours en train on devrait valider notre RTS sur les marges bilatérales. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez complexe, parce qu'en fait, c'est une validation à 3 mains, enfin à 6 mains plutôt. Les SMA, les BIA et les IOPA. Donc, c'est lourd. Mais là aussi, on va avoir un calendrier extrêmement serré, puisque en parallèle de ces marges, il y a aussi des discussions pour savoir si on accepte un certain nombre de modèles qui ont été définis par l'ISDA. Donc les marges bilatérales, c'est aussi un gros sujet qui va vraiment, vraiment arriver bientôt, je vous dis, avec un calendrier a priori très serré. Donc ça, c'est aussi très important. Dernier point, c'était plus pour vous. Bien comprendre que les swaps de taux, c'est une phasine approche. C'est-à-dire qu'en fait, le 21 juin 2016, ceux qui sont touchés, c'est la catégorie 1, c'est en gros les plus gros, les adhérents compensateurs. Et puis on a une phasine, catégorie 2, avec les contreparties financières et les gros fonds. Catégorie 3 avec les autres, avec moins d'encours, c'est-à-dire le seuil c'est 8 milliards. Puis
catégorie 4 le reste, avec vraiment une phasine approche. Donc vraiment, pour ça, c'est vraiment bien, parce que ça permet à chaque lecteur de s'adapter. Je vous le mets là, c'est sur le site de l'AMF. Donc voilà, c'est un tableau qui vous permet de voir avec la mise en place de Franck Lodi. Petit aparté là-dessus, normalement, le RTS, enfin la technique a prévu des exemptions à travaux pour un certain nombre de temps. Pas négligeable pour vous, ça veut dire que par contre il faut demander l'exemption. Donc lisez bien le texte, parce qu'il ne faut pas oublier de demander l'exemption. Donc c'est aussi important pour vous, parce que normalement l'exemption était accordée uniquement sur la base d'une décision d'échéance de la commission. On va vous dire que ce n'était pas encore fait. Donc voilà, il y a une exemption pendant 3 ans. Il faut le demander. Voilà, je vais m'arrêter là.